Bon, voilà, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à la 21e édition du Edelman Trust Barometer France. Donc, cette réunion à laquelle vous avez été conviés va consister d'abord en une présentation des résultats de ce baromètre, évidemment, puis une discussion entre certains intervenants que je vais vous présenter. Vous aurez la possibilité, si vous êtes patient et que vous restez jusqu'à la fin, ce que nous espérons, de poser toute une série de questions auxquelles nous essayerons de répondre. Quant à moi, la fonction importante qui m'a été attribuée, c'est d'animer ce débat, non seulement de donner la parole, mais aussi de donner mon propre point de vue sur ces résultats et sur la question de la confiance en général. Je dois donc en premier lieu me présenter. Je m'appelle Gérald Bronner, je suis professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et membre de l'Académie de médecine, ce qui peut sembler curieux évidemment pour un sociologue. La raison n'est pas que j'ai la moindre compétence en matière de médecine, mais que ma spécialité de travail, eh bien, ce sont les croyances collectives. Et il ne vous aura pas échappé, évidemment, que notamment dans la période pandémique que nous traversons encore, eh bien, la question des fausses informations, des croyances, a été malheureusement un acteur important de la question. D'ailleurs, un acteur, je vous le rappelle, qui a été pointé du doigt dès l'origine de l'épidémie par l'OMS, sous la forme de l'infodémie, c'est-à-dire des fausses informations qui ont enserré la question épidémique. Donc, les questions de santé publique m'intéressent à ce titre-là, parce qu'elles impliquent des questions de croyance et dans le fond. La question qui est posée dans notre réunion aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la confiance, est aussi une question de croyance. Car la confiance est une des formes particulières de la croyance, car faire confiance à quelqu'un, faire confiance en une institution, c'est dans le fond déléguer quelque chose à autrui. Et cette forme de délégation, elle est évidemment essentielle, nous y reviendrons dans les démocraties, et donc cette question de la confiance, nous le savons aujourd'hui, par exemple par les résultats longitudinaux du Trust Barometer Center, euh, nous savons que cette question de la confiance, elle est largement perturbée. Et c'est évidemment une interrogation profondément démocratique, et elle est perturbée dans le rapport que nous avons aux institutions politiques, aux institutions médiatiques, à l'expertise scientifique, aux entreprises, aux ONG. Nous allons parler de tout ça dans nos échanges, et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, si je puis dire, des intervenants très prestigieux et qui viennent chacun finalement d'un monde social assez différent. Donc nous espérons que ces différentes facettes vont pouvoir éclairer et rendre intelligibles les résultats du baromètre que nous présentons aujourd'hui. Alors, en premier lieu, nous aurons le plaisir d'écouter Karine Lacombe, qui est infectiologue et Bonjour. épidémiologiste. Bonjour Karine, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, si je ne commets pas d'erreur. Et sans doute que les Français, les francophones parmi nous, la connaissent un peu parce que Karine n'a pas seulement été en premier lieu, bien sûr, sur le front sanitaire, elle l'était aussi un peu sur celui du marché de l'information qui est si essentiel aujourd'hui parce que c'est aussi une place qu'il faut prendre, je crois, mais elle nous donnera son point de vue, entre autres, sur cette question. Il y aura aussi Sarah Durieux. Sarah Durieux, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est la directrice exécutive de Change.org France. Elle est aussi autrice d'un livre, Changer le monde, sous-titré Manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Alors là aussi, la question de la place des citoyens, de leur expression en dehors des moments démocratiques, par exemple par des pétitions, c'est précisément ça l'objet de Change.org, comme chacun le sait. Sans doute que certains d'entre vous, presque nous tous, nous avons un jour signé une pétition sur cette plateforme. Et donc la question de la voix des citoyens est évidemment essentielle dans cette question de la perturbation de la confiance. Nous aurons aussi la chance d'avoir Laurence Perrault avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence Perrault est secrétaire générale de Danone France, n'est-ce pas? Et là aussi, elle représentera d'abord elle-même, bien entendu, mais aussi peut-être la voix d'une grande entreprise, et en l'occurrence une entreprise qui travaille dans les questions alimentaires, qui elle aussi suscite évidemment l'observation et une masse de commentaires, pas seulement des journalistes, mais de la part de tous les citoyens, parce que c'est une préoccupation, bien entendu, très légitime, la question de l'alimentation, la question de l'environnement et de la santé. Et nous aurons aussi Antoine Harari, qui lui est directeur général d'Edelman Data X Intelligence et qui nous présentera en détail, même si je ne lui laisserai pas beaucoup de temps, je m'en excuse, une dizaine de minutes pour présenter cette enquête passionnante, mais ce sont les règles du jeu. Et enfin,
J'ai le grand plaisir maintenant de donner la parole à Ed Williams, qui est président d'Edelman et EMA. Et bien lui, il va nous livrer son regard sur la place de la France dans l'échiquier mondial de la confiance. Il nous présentera aussi un certain nombre de données qui seront donc prolongées par Antoine. Alors, Ed va nous parler en anglais. Je pense qu'il a un anglais très clair, je pense que tout le monde pourra le comprendre. Alors les francophones, rassurez-vous, la suite de notre conversation se passera entièrement en français. Merci par avance, Ed. À toi la parole. Merci Gérard, merci de m'avoir invité à parler. Je parlerai en anglais très brièvement. Merci de votre compréhension. Donc, it's great to be here with you this morning to talk about the 21st year of the largest global study of institutional trust in the world. The findings from this first year of a modern global pandemic are fascinating, I think you will see, and their implications are very important. It's almost unheard of for one single issue to dominate the news for a whole year in every country, but the story of 2020, of course, has been COVID-19, the pandemic and its associated economic consequences. Institutional trust has never been before put to the test like it has over the last year. Now, at first glance, you'll see the Edelman 2021 Trust Barometer ranks here trust index by country, the average of trust in these four institutions that we measure: business, government, NGOs, and media. And we look at each country. And actually, in some respects, it looks very similar. Sort of plus ou moins. There are winners, you will see if you look more closely, but there are also losers. Half of the countries we've seen this year have declined in trust, and the other half have increased in trust. But I'd like to highlight actually two of the biggest economies in the world, the US and China, have sustained trust losses, you will see on this slide. This is obviously very important given their global influence in the world. Now, in 2020, last year, our mid-year, if we can go on to the next slide, our mid-year May-Spring Trust Barometer, which we fielded in 11 countries, showed that the pandemic had led to dramatic shifts in the reordering of institutional trust in the four institutions. Trust grew in all the institutions. Perhaps not surprisingly, this was particularly true for government. Government became the most trusted institution. But in the following 6 months, from May to January 2021, the winds changed, things changed. All institutions saw dramatic decreases in trust, giving back most, if not all, of the gains they saw in spring. And it was government that saw the biggest loss of trust during that period, an 8-point decline all up. Early in the pandemic, the public, in the absence of information and gripped by fear and by anxiety, placed trust in government. Then, as the crisis unfolded, they made an assessment of how well government had performed, and the general answer was not very well. Out of the 11 markets included in our spring update, government trust declined in all but one of them. The one where trust in government didn't decline was France. Now, against the backdrop of President Macron declaring war on COVID with a huge economic support package for business and employees, trust in government in France was resilient for much longer than any other country. However, before you crack open the champagne, it's worth emphasizing that France still finds itself down in the red distrust zone you can see here. And critically, remember, this poll was fielded in October, November 2020, before the perceived government missteps and issues with the vaccine rollout that we saw in January. Moreover, and if you flick on to slide 4, if we dig beneath the headline figures,
this slide here, doesn't tell, their sense that France somehow has done better from in government perspective doesn't really tell the whole story, because there is a trust inequality gap. And that is the gap between what people who are more affluent, have university education, are better informed, they consume more media, what they think about, what trust they have in institutions versus everybody else. That's the trust gap. And in 2021, we recorded a record 16-point trust gap, as well as seeing a record number of countries with double-digit trust inequality. France has one of the highest mass elite trust gaps in the world. It's 20 points. So we're seeing two groups living very different realities. And that divergent experience, that inequality, is obviously creating major problems. Now, I want to close my brief remarks by saying that in the COVID year, there's no doubt that we are seeing disinformation and misinformation undermining truth at a huge scale. People have lost faith, they've lost their trust in the traditional markers of information credibility. And so in a fearful, crisis-ridden world, we are facing not just a COVID pandemic, we're also facing an infodemic of epidemic proportions. And that's why the Edelman Trust Barometer headline theme for this year is declaring information bankruptcy. Many people don't know who to trust. They don't know who to believe. And they don't know what to believe. And this is the landscape in which institutions, in which businesses, in which brands, in which governments, in which media have to understand and navigate. And ultimately, this is particularly true of business and government, have to do something about it. And with that, Antoine, that very brief overview of this year's global findings, I want to hand to you, and I think you're going to talk about France in more detail. Antoine. Absolutely. Merci beaucoup, Ed. Effectivement, très important de mettre en perspective les résultats France que nous allons partager un peu plus en détail et surtout dont nous allons discuter avec les intervenants après cette brève présentation. Le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'était cette notion de peur systémique que nous avons vu s'accélérer en fait en France au cours de cette année de pandémie. Et ce sont des peurs qui sont en fait assez larges et qui contribuent à cette dégradation de la confiance en France. Si vous regardez en fait la question que nous avons ici, elle évalue en fait la prominence de différentes craintes au sein des Français. Et vous verrez que la première crainte, c'est d'abord une crainte liée à l'emploi, la perte de l'emploi. Mais il y en a d'autres qui sont largement importantes, les craintes liées au changement climatique et à ses conséquences, les craintes liées à la cybersécurité, finalement devant la crainte de contracter la Covid. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en France, on a 82% des Français qui se disent potentiellement inquiets de perdre leur emploi, mais cela étant moins élevé que la moyenne globale, qui est plus proche de 90. Donc, on sent qu'il y a malgré tout un amortisseur. Encore une fois, on a une crainte qui est très, très forte, mais qui est, par rapport à d'autres pays, un petit peu moins élevée. Donc, des peurs sociétales qui coexistent, qui se combinent, et qui contribue à cette dégradation de la confiance. Le deuxième point que je voulais, si j'arrive à bouger ma slide, évoquer avec vous, c'est que ces craintes, elles génèrent des attentes très fortes de la part des gouvernements, de la part des autorités et de la part de nos institutions en général, des attentes de changement. Et ce qu'on a mesuré, c'est la perception que ces attentes sont plus ou moins fortes par rapport à l'année dernière. Donc, on a posé la question, est-ce que pour vous, améliorer la santé, lutter contre le changement climatique, c'est plus important ou moins important qu'il y a un an? Et on voit que la santé, l'éducation et les libertés
protéger les libertés fondamentales de l'homme, sont vraiment les craintes qui arrivent en tête, les préoccupations qui arrivent en tête des Français cette année. Alors, des craintes importantes, des attentes très fortes, encore une fois logiques par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, dans un contexte où finalement la crédibilité des figures d'autorité traditionnelles est en berne et on va le voir, la crédibilité de l'information, des médias est particulièrement remise en cause. Alors, ces statistiques, elles font un peu peur parce qu'elles nous montrent à quel point la confiance, encore une fois, dans les élites, dans les figures traditionnelles de l'autorité, est complètement remise en cause. Que ce soit les dirigeants religieux, les dirigeants d'entreprise, les journalistes, on est en dessous d'un Français sur deux qui disent avoir confiance en eux. Les seuls qui sont au-dessus de cette barre de un Français sur deux, c'est finalement les personnes de notre communauté immédiate, la communauté locale, mon employeur, les dirigeants de mon entreprise, et on en reviendra, et puis les scientifiques. Avec malgré tout une nuance, c'est que l'ensemble, même quand ils sont en zone de confiance, ces figures voient leur confiance diminuer, et on en reparlera, 17 points de baisse dans la confiance envers les scientifiques. C'est loin d'être anodin. Encore une fois, cette crise, c'est tout d'abord une crise de la parole et c'est une crise de l'intention. C'est assez frappant de voir que, encore une fois, plus d'un Français sur deux pense que les dirigeants de notre gouvernement tentent délibérément d'induire les gens en erreur. On n'est pas en train de parler d'une erreur innocente, si vous voulez. On est en train de dire qu'il y a de la malice quelque part, et le mot est fort, mais en tout cas, une intention de tromper à la fois des gouvernements et des chefs d'entreprise. Donc, on est là dans un anti-élitisme, dans une crise de la parole et encore une fois, une crise de l'intention de ces élites. Cette crise elle est renforcée par le fait qu'aujourd'hui, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est le niveau de confiance que les Français ont dans différentes sources ou moyens d'accès à l'information. Les moteurs de recherche, les médias traditionnels, les médias qui sont possédés par les marques, leur site internet, leurs rapports et leurs comptes de réseaux sociaux, et les réseaux sociaux d'une manière générale. Et vous voyez qu'entre 2020 et 2021, on a une chute libre de l'ensemble de la confiance dans ces différentes sources d'information, les réseaux sociaux étant les sources les moins crédibles. Alors, crise de la crédibilité de la parole des élites, crise de la crédibilité des médias. On a aussi des comportements qui, du coup, évoluent avec une rigueur et une hygiène informationnelle des Français qui est, encore une fois, assez faible. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, hygiène informationnelle, c'est la capacité à croiser les sources, à s'y intéresser à l'actualité, à vérifier l'exactitude des informations avant de les partager éventuellement. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une très faible minorité de Français qui sont dans ce qu'on appelle une bonne hygiène informationnelle, donc qui respectent un peu ces principes-là. 44% des Français disent partager ou transmettre des faits d'actualité qu'ils trouvent intéressants, donc ça c'est bien, ils partagent, mais parmi eux, seulement 22% ont une bonne hygiène informationnelle. Donc, ça veut dire qu'ils partagent des choses où ils n'ont pas croisé les sources, où ils n'ont pas vérifié et où ils n'ont pas forcément le niveau d'information suffisante. Néanmoins, ils l'amplifient. Alors, cette hygiène informationnelle, ce rapport à l'information, il est urgent de le rétablir parce qu'il a des conséquences directes sur les comportements et notamment sur la manière dont on peut ensemble sortir de la crise. Quelque chose qui évolue, et on le voit dans toutes les enquêtes de manière rapide, c'est les intentions de vaccination. Ce qu'on voit, c'est que quand on demande aux Français, est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner dans les 6 prochains mois, on a 46% de ceux qui ont une mauvaise hygiène informationnelle qui disent oui, ça monte à 62% pour ceux qui ont une bonne hygiène informationnelle. Donc, encore une fois, pas de jugement ici, mais on peut juste constater que ce rapport à l'information et cette rigueur dans l'accès à l'information, elle a des conséquences très fortes dans la vie réelle. Au milieu de tout ça, il y a un rôle qui est vraiment clé pour les entreprises et je vais en parler rapidement parce que je sais que Laurence en parlera aussi.
Dans cet océan où on ne sait plus finalement à qui et à quoi faire confiance, le rapport à l'entreprise reste un pilier, un bastion de la confiance. La confiance dans l'employeur, elle est stable, contrairement à toutes les autres métriques qu'on observe, à très haut niveau dans l'ensemble des pays. Aujourd'hui, on a 70% des Français qui disent avoir confiance dans leurs employeurs, et c'est en fait 4 points de plus que l'année dernière. Donc, c'est un des rares chiffres où on voit une augmentation en France. Cette confiance, elle vient de plusieurs choses et elle génère des attentes de plus en plus fortes. Et ce qui est intéressant, je vais vous épargner les détails statistiques ici, c'est que quand on observe qu'est-ce qui contribue à construire de la confiance dans les entreprises auprès des Français, on se rend compte que défendre la qualité de l'information devient de plus en plus une mission qu'on attribue aussi aux entreprises. Comment est-ce que les entreprises arrivent à donner à voir de la clarté et de l'information fiable et des repères dans cet environnement un peu compliqué. Cet impératif pour les entreprises de contribuer à la reconstruction de la confiance en France, elle se voit aussi dans l'appel à l'action qu'on a vis-à-vis des entreprises et de leurs dirigeants. On n'est pas en demande de parole des dirigeants d'entreprise, on est en demande d'intervention, on est en demande de mobilisation de leurs ressources aux côtés des gouvernements, aux côtés des citoyens pour faire avancer les choses. Mais il y a un vrai appel, encore une fois, à intervenir et à contribuer à apporter des solutions. Cet appel, il est sous condition. Il n'y a pas de naïveté de la part des Français et on en parlera avec Sarah Durieux sans doute, mais il y a une prise de conscience que face à cette suspicion vis-à-vis des élites, des gouvernements, les citoyens, les employés, les consommateurs doivent et peuvent prendre de plus en plus les choses en main. Et on voit ici que quasiment un Français sur deux pense qu'il a de plus en plus de pouvoir et de capacité et d'appétit dans le fait de s'engager directement auprès de ces causes et notamment dans la sphère professionnelle, participer à des protestations sur le lieu de travail, donc pas seulement la grève, mais d'autres formes d'activité. Alors, pour terminer, on en a déjà parlé, je vais être très bref. Les entreprises ont un rôle à jouer dans la sortie de crise, dans la reconstruction de la confiance, et elles ont un nouveau mandat. Encore une fois, un mandat sous condition, il faut qu'elles le saisissent. Il faut s'appuyer sur des faits. La parole est complètement discréditée, donc il faut vraiment agir avant de parler. On n'est pas dans la communication, on est dans la communique-action, si je peux me permettre le jeu de mots, mais c'est très important. Il faut aussi être en empathie et vis-à-vis du réel vécu des différentes parties prenantes. La bataille pour la qualité de l'information, c'est une bataille qui nous concerne tous et qui doit nous permettre d'éviter cette faillite de l'information qui, comme l'a dit Gérald, est aussi une faillite de la démocratie. Et pour ça, on doit vraiment, nos études, et il y a d'autres statistiques qui sont très intéressantes, montrent que le seul moyen d'être efficace, c'est d'y aller ensemble. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer cette crédibilité par des coalitions d'ONG, de citoyens, d'employés, de dirigeants et de gouvernements. Donc, des clés de lecture qui sont intéressantes et dont je suis sûr nous allons discuter ensemble. Je te repasse la parole, Gérald. Merci Antoine pour cette présentation très claire de ces résultats avec un focus à juste titre sur la position assez spécifique de la France en fait, puisqu'en effet beaucoup s'interrogent sur les spécificités de notre pays. Et c'est pas pour rien. Alors, sommes-nous des Gaulois réfractaires, comme dit le président de la République? Je ne sais pas. En tout cas, cette méfiance vis-à-vis du pouvoir politique en particulier, elle est profondément enracinée dans l'histoire de la France. Il suffit de dire pour ça, par exemple, les grands orateurs de la Révolution française. Je pense à Anacharsis Clootz, alors qu'il n'était pas français, c'était un Allemand, mais qui a quand même obtenu la nationalité française, qui est un grand francophile, et qui, dès l'origine de la Révolution française, mettait en garde sans cesse sur la trahison possible du pouvoir politique. La trahison de qui? Du peuple, justement. Le peuple qui avait remplacé la figure du roi dans l'imaginaire politique. Donc ça, c'est une question très importante parce que la terreur, dans le fond, historiquement, est la conséquence de l'idée que le pouvoir politique par délégation, des députés par exemple, pourrait être tenté sans cesse de trahir le peuple.
Et donc, notre pays, qui a quand même une tradition de centralisation décisionnaire, est un pays un peu jacobin, il faut bien le dire, et ce n'est pas le présent exercice politique qui va me démentir, a entretenu dans l'esprit de nos concitoyens un rapport particulier à l'exercice du pouvoir politique. Et un rapport à la fois un peu royal à la fonction présidentielle, surtout depuis la Ve République, mais aussi un rapport de méfiance véritablement endémique. Ce n'est pas pour rien, je crois, et c'est très important, que les Français ont toujours un rapport particulier, par exemple, à la prise de risque, au risque en général. Et la question de la perception du risque, elle est centrale dans une période pandémique. Je n'ai aucun jugement sur cette question ici, mais c'est par exemple le seul pays au monde à avoir constitutionnalisé le principe de précaution, n'est-ce pas? Ce qui montre bien un rapport particulier et collectif à la question de la perception du risque. De la même façon, il y a des enquêtes que je vous invite à aller voir aussi, qui sont très complémentaires de celles que nous commentons, les enquêtes de l'IRSN sur la perception du risque, et on voit que là aussi, il y a des spécificités tout à fait françaises. Pour terminer sur ce point, je crois aussi que ça, c'est peut-être d'ailleurs un élément très inquiétant pour la France. Nous sommes, toutes les enquêtes le montrent, parce qu'il y en a plusieurs sur cette question de comparaison internationale, le pays numéro 1 concernant la méfiance envers les vaccins. Ce qui est évidemment très paradoxal dans le pays de Pasteur, il a souvent été dit, mais ce qui indique bien aussi, je crois, la spécificité du rapport de la France, et c'est peut-être pas pour rien non plus que le gouvernement français s'en est particulièrement bien sorti du point de vue de son image pendant la crise. C'est pas parce qu'il a été rappelé qu'en effet, il y a la France, alors qu'elle reste dans les pays où l'indice de confiance est plutôt faible en général en comparaison, a eu un pic, une bulle comme ça de confiance particulièrement forte au moment de la crise pandémique. Qu'est-ce qui va en être maintenant? Il faudra regarder les résultats qui viennent, mais c'est, je crois, tout à fait intéressant. Alors justement, on va commencer à s'interroger sur la question des Français, leur rapport à la confiance, et puis éventuellement leur volonté, les procédures de contestation de ce pouvoir politique, ou en tout cas de faire entendre sa voix. Et pour cela, je vais donner la parole en premier lieu à Sarah Durieux, qui est particulièrement bien placée pour répondre à ces questions, puisqu'il y a une véritable redistribution de la question de la confiance, on le voit, qui s'est opérée cette année. Et je crois que ce baromètre le montre bien. On a parlé, il est question d'une bulle comme ça qui s'est créée, et puis d'une bulle qui éclate à un moment donné. Les gouvernements, pendant cette bulle, gagnent 15 points de confiance, ce qui est remarquable en termes d'opinion publique. On observe rarement des variations d'opinion publique, et là c'est en sociologue que je parle, aussi brèves et violentes en quelque sorte. Et alors que d'autres, on le voit, ont perdu du terrain, les médias notamment, les ONG aussi, c'est assez surprenant, ça matière à commenter. Et donc Sarah Durieux, vous dirigez change.org, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, qui est la plus grande plateforme mondiale de pétition, et qui donne à chacun finalement le pouvoir de créer en quelque sorte le changement, ou en tout cas de s'exprimer, de donner de la voix et d'essayer d'agréger d'autres citoyens sur une motivation, sur une revendication dont il fait une pétition. Alors pensez-vous, quel est votre regard sur l'année qui vient de s'écouler? Je pense à l'année pandémique évidemment, et pensez-vous que dans le fond cette année a modifié la nature et la nature des inquiétudes et des préoccupations des Français? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Gérald. Je pense en effet que l'année 2020, nous on a d'ailleurs produit un rapport sur le sujet qu'on a appelé le Pandemic Report, justement parce que pour nous, en termes d'activisme en ligne, il y a eu un avant et un après Covid. On a vu une participation accélérée vraiment entre janvier et juillet 2020, partout dans le monde, et en France également, bien sûr, avec le nombre de signatures et le nombre de personnes qui rejoignent la plateforme qui a complètement explosé. Donc dans le monde, par exemple, c'est plus 80% de signatures de pétitions sur cette période, c'est 64% en plus sur la France. Au niveau du nombre de membres qui rejoignent la plateforme, c'est plus 13% en France, plus 33% dans le monde. Donc forcément, on voit que cette pandémie, elle a donné envie aux gens de se mobiliser, de lancer des pétitions sur la plateforme, à la fois parce qu'il y avait une forme d'inquiétude, mais aussi parce qu'on était chez nous. Et donc forcément, quand on est enfermé chez nous, on ne peut pas marcher dans les rues, on peut difficilement rejoindre des personnes, et donc on va s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et donc la pétition a été vraiment un outil très important, très utilisé pendant cette période. Par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il y a plus que l'idée
de simplement exprimer son opinion. D'ailleurs, plus de 40% des gens qui utilisent notre plateforme disent le faire parce qu'ils veulent défendre une cause qui leur tient à cœur, alors qu'ils ne sont que 10% à le faire pour exprimer une opinion. Donc, il y a bien l'idée de défendre une cause, une idée d'action. Je pense que ce qui s'est passé cette année, c'est non seulement cette crise Covid, mais on est aussi les héritières et les héritiers de 2 ans de mobilisation citoyenne particulièrement massive, mais aussi efficace la plupart du temps. Et donc, je vais prendre 3 exemples. D'abord, la mobilisation Gilets jaunes qui commence en 2018 et qui vraiment a été la pétition la plus signée en France juste après la pétition contre la loi travail, avec plus d'1 million, 1,4 million de personnes qui ont signé cette pétition qui avait été lancée par Priscilla Ludowski et qui avait été un peu un des points de départ de ce mouvement-là. Donc, on voit le mouvement des Gilets jaunes qui prend de l'ampleur, on voit ces personnes qui ne s'étaient jamais mobilisées prendre les rues, s'organiser collectivement et obtenir gain de cause, puisque la hausse des prix du carburant est annulée, le grand débat national est lancé, puis, dans un second temps, la Convention citoyenne pour le climat est aussi mise en place. Donc ça, c'est un premier exemple de mobilisation citoyenne qui réussit, en tout cas qui a un impact assez important dans notre pays, et ça, c'est juste avant la crise Covid. Puis, il y a le mouvement climat, avec ces jeunes qui font grève tous les vendredis, un mouvement assez massif, notamment après la démission de Nicolas Hulot. Et donc, ce mouvement climat qui, pareil, s'organise, porte la voix de beaucoup de citoyennes et de citoyens, et surtout qui est très visible et qui obtient, par exemple, donc aussi dans un effort conjoint, la Convention citoyenne pour le climat, et puis qui donne un exemple, je dirais, aux citoyennes et citoyens de ces mobilisations qui marchent. Et puis, le dernier exemple que je donnerais, qui est peut-être un peu moins massif, mais qui est particulièrement médiatique, c'est le mouvement antiraciste à la suite de la mort de George Floyd, qui aussi rejaillit sur ce qui se passe en France et donc qui rassemble dans les rues assez historiquement des milliers de personnes contre les violences policières et qui agrège aussi d'ailleurs des gilets jaunes et des activistes climat sur ces questions-là. Donc les citoyennes et citoyens ne sont pas dans leur bulle et quand ils voient tout ce qui se passe, forcément en 2020, quand la crise arrive, leur volonté d'action, elle est décuplée parce qu'ils voient des exemples de personnes qui, elles aussi, se sont mobilisées efficacement. Donc en effet, cette année 2020, je pense que c'est vraiment un tournant dans l'activisme en ligne, mais aussi dans nos rues. Merci beaucoup, Sarah. Très, très intéressant. Effectivement, je rappelle qu'à l'occasion du premier confinement notamment, et au mois d'avril, il y a eu plus de 155% de consultations des réseaux sociaux, donc une forme de disponibilité mentale, mais en même temps, ce n'était pas mécanique. Et c'est très intéressant les données que vous nous apportez. En même temps, une envie de s'engager, ce qui n'était pas forcément un recouvrement mécanique. Alors, je donne la parole, je pose une question maintenant à Karine Lacombe. Donc, je l'ai dit, je le rappelle, vous êtes une chercheuse, vous êtes une infectiologue tout à fait reconnue et vous êtes notamment spécialiste de la Covid-19. Et donc, il a été dit tout à l'heure qu'on observe un repli quand même assez important par rapport à 2020 de la confiance accordée aux scientifiques, ce qui est un résultat qui pourrait être paradoxal puisqu'on aurait pu imaginer qu'en période de pandémie, au contraire, on se serait mis sous l'ombre et sous l'autorité de l'expertise en tout cas médicale. Mais en tout cas, d'après ces résultats, ce n'est pas tout à fait ce que l'on observe. Alors vous qui avez été, je l'ai rappelé, sur plusieurs fronts, et notamment aussi, parce que c'est important, on le comprend là dans nos échanges, sur le front du marché de l'information, pour délivrer de l'information. Et quelle est votre analyse de la situation? C'est-à-dire, comment vous percevez cette baisse de confiance envers l'expertise scientifique en général et sans doute médicale en particulier? Par contre, vous êtes, je crois, Karine, que on vous entend pas. C'est bon. C'est bon. Oui, bonjour à tout le monde. Alors effectivement, la question que vous posez est extrêmement intéressante parce qu'on aurait pu penser que le fait scientifique qui pourrait éventuellement ne pas souffrir contestation aurait pu s'imposer à tout le monde et finalement être là pour supporter les actions et en tout cas engranger la confiance des citoyens envers la connaissance scientifique. En fait, je pense que l'une des choses qui a été perçue de façon faussée, c'est que le fait scientifique se construit au fur et à mesure du temps qui passe. En particulier avec une crise majeure comme celle que l'on est en train de vivre, avec l'émergence d'une nouvelle maladie, l'émergence d'un nouvel agent infectieux, énormément
d'inconnu, en tout cas au tout début de l'épidémie, fait que l'on a construit la connaissance scientifique au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc, ce que l'on a pu dire à un temps X, eh bien, pouvait être modifié à un temps Y avec l'amélioration des connaissances. Et en fait, le temps scientifique, qui est beaucoup plus long que le temps médiatique, finalement était assez mal connu des citoyens et la population dans son ensemble a eu du mal à comprendre qu'à un moment donné, et on le voit bien, ça a été illustré d'abord avec les masques, et puis avec les tests, et puis maintenant avec les vaccins, eh bien, la connaissance évolue, et donc le discours scientifique peut évoluer. Et le fait que la population n'ait pas compris ça, ça a probablement été acutisé par les débats qu'il y a eu entre scientifiques, qui existent de tout temps, hein, et c'est ce qui fait justement avancer la science, c'est quand on confronte nos idées, que petit à petit on construit un corpus de connaissances communs, mais avant que ce corpus de connaissances communs n'existe, eh bien, il est fait de connaissances disparates que l'on confronte les unes avec les autres, et parfois ça amène des débats un peu animés au sein de la communauté scientifique. Et cette année, pour la première fois, les citoyens ont partagé l'intensité de ce débat scientifique. Alors, est-ce qu'il aurait fallu cacher ce débat scientifique? Peut-être qu'en tout cas, il aurait fallu peut-être qu'il s'exprime de façon moins évidente dans les médias. Il faut aussi dire que les médias sont des ogres en matière de consommation d'experts, et que plus les experts vont s'exprimer, plus les médias vont demander l'expression des experts. Et je pense qu'il y a probablement une responsabilité triple dans la façon dont petit à petit les citoyens ont pu perdre confiance dans les scientifiques. Quand je dis triple, c'est que autant les citoyens que les scientifiques, que les médias se partagent cette responsabilité. Les scientifiques parce qu'on a répondu, et peut-être à certains moments de façon trop exagérée, à la demande des médias. Les médias parce qu'ils ne se satisfaisaient jamais de ce qu'on avait pu leur dire, et allaient tout le temps chercher beaucoup plus d'informations, quitte à ce que cette information soit disparate, justement parce que ça fait monter l'audience. Et puis la population, parce que les citoyens, parce que je pense que à l'occasion de cette année, on a pu voir que la connaissance scientifique de la grosse majorité des citoyens était extrêmement limitée, et rendait pour eux difficile de porter un regard critique sur la disparité d'informations qui étaient à leur disposition. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant, effectivement, ce qui aurait pu servir finalement de leçon d'épistémologie à niveau mondial, comprendre le fonctionnement de la science. C'est un peu retourné, paradoxalement, quand même en absence de confiance, qui doit nous laisser aussi réfléchir à la notion de transparence. Il ne suffit pas de rendre transparent un phénomène pour nous réconcilier avec la confiance. C'est amusant, le terme d'ogre que vous avez utilisé pour les médias, je crois qu'il est relativement bien adéquat. En l'occurrence, j'ai eu un débat avec un des rédacteurs en chef de BFM qui m'a appris, pour aller dans votre sens, qu'au moment fort de la crise, ils avaient besoin de 50 experts par jour minimum. Donc vous imaginez que cette consommation, si je puis dire, d'experts n'était pas forcément propice à une expression toujours sereine du point sur la connaissance scientifique. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Laurence Perrault, alors qu'il va nous donner un point de vue tout à fait différent, celui vu des entreprises en quelque sorte, puisque Laurence Perrault, je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de Danone en France, et vous travaillez à la transformation de l'entreprise en quelque sorte de l'intérieur. Je sais que vous êtes particulièrement impliqué et sensible à la question du sens, en fait. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est celle des entreprises, parce que vous avez vu que finalement l'image des entreprises paraissent se sortir un peu mieux que d'autres catégories en termes de confiance. 67% des Français pensent que leur CIO, c'est-à-dire leurs dirigeants, eux en tout cas, peuvent agir là où les gouvernements ne résolvent pas les problèmes sociétaux. Alors les citoyens auraient pris conscience de leur capacité d'impact, de leur rapidité d'action. Comment voyez-vous le rôle des entreprises dans tout cela? Est-ce que les entreprises, d'après vous, ont été à la hauteur de cette crise?
Oui, merci et bonjour à tous et à toutes. C'est une sacrée question. Est-ce qu'on a été à la hauteur, à un moment, assez historique où finalement la confiance, pour les entreprises, ça a été un crash test d'une certaine façon, cette crise, dans laquelle on a été. Alors, je trouve que la très bonne nouvelle, c'est que sur l'ensemble des parties prenantes, les citoyens ont envie qu'on s'engage finalement, qu'on soit dans le monde médical, le monde des médias, les ONG, les associations et les entreprises aussi. Et c'est en plus un sujet cher à Danone puisque, depuis toujours, on souhaite co-construire avec l'ensemble de nos parties prenantes. Alors moi, j'ai envie de dire, en fait, il y a eu 2 types d'entreprises finalement, avec une polarité qui est assez incroyable. Vous avez à la fois celles qui, du jour au lendemain ont été à l'arrêt, et puis celles, qui du jour au lendemain ont été, en surproduction, dans leur activité. Moi, j'ai envie de dire 2 choses. C'est la confiance, on a réussi, on a répondu, je pense, en partie, à restaurer la confiance, à la fois dans des gestes de solidarité, d'un seul coup, d'un seul. Vous avez vu des grandes ou des petites entreprises, du reste, transformer leur business model pour, participer à cet effort de guerre, hein. Des groupes comme Accor qui, ouvrent les portes de ces hôtels pour, accueillir, les malades, et pouvoir les isoler, de façon, plus confortable. Et vous avez les fleuristes ou les restaurateurs qui, vont aussi, livrer aux hôpitaux en solidarité. Donc vous avez d'un côté des grands mouvements de solidarité et puis vous avez, et c'est surtout là aussi où ça se joue, des façons d'agir dans notre couloir de nage. En fait, là, on a pouvoir d'agir de façon responsable. Alors moi, si je prends le cas de Danone, en fait, on a été dans les 2 polarités puisque, on a un marché des eaux qui, d'un seul s'est arrêté, hein, fermeture des cafés, bars, restaurants. Et puis, d'un autre côté, et merci aux Français, vous êtes encore levés pour la danette, c'est-à-dire qu'on a été aussi, tenus à nourrir la France d'une certaine façon, donc participer à l'effort de guerre, puisque du jour au lendemain, dans ce moment historique, il a fallu qu'on continue à produire. Alors pourquoi je prends cet exemple? Parce que ça rejoint, notamment le sujet de la science. Il a fallu qu'on continue à travailler avec toutes les incertitudes qui étaient devant nous. Et ce que l'on a pris comme, principe, c'est de suivre les recommandations au moment où on les avait. On a fait tourner nos usines jour et nuit, 24 heures sur 24, et à l'époque, hein, on fête nos 1 an aujourd'hui, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, et on s'est dit, dans toutes ces peurs qui animaient, la société, il fallait bien qu'on suive les recommandations. Elles étaient justes au moment où on les avait, et on s'est pas posé la question d'est-ce qu'elles étaient justes ou pas. Je crois que la confiance se construit aussi sur, une espèce de verticalité dans les décisions que vous prenez. Et on a aussi pris nos responsabilités. Par exemple, chez Danone, dans le monde, on a dit, du jour au lendemain, nous allons sécuriser les salaires et les emplois. On a dit également que sur les entreprises avec lesquelles nous travaillons, on allait poser un fonds de solidarité de 250 millions d'euros pour, faciliter le paiement des entreprises avec lesquelles on travaille. On est lié au monde agricole. Là aussi, on a pris, des décisions de solidarité avec le monde agricole. Par exemple, c'est un très, très joli exemple dans le sud-ouest de la France, les producteurs de fraises Garriguette n'avaient plus de débouchés puisque les restaurants notamment étaient fermés. Et ben, on a, transformé une offre, Danone Fruits d'ici pour produire des yaourts aux fraises Garriguette. Et donc je crois que c'est comme ça que, et Danone, ce sont des exemples, et il y en a plein d'autres, qu'on peut restaurer la confiance quand vous agissez là où vous pouvez agir. Et c'est là où finalement, notamment le double projet économique et social de Danone a pris, toute sa valeur en fait. Voilà, donc la confiance, c'est aussi des preuves de confiance là où vous agissez dans votre zone de responsabilité, me semble-t-il. Merci beaucoup, Laurence. Oui, alors on voit bien que quand même au cœur de chacun finalement des intervenants, et on a compris qu'ils venaient de mondes sociaux relativement différents, il y a quand même la question de la crise, à la fois de l'information, de l'autorité, c'est une question qu'on se pose tous, et comment éventuellement la résoudre. Il y a un acteur qu'on n'a pas beaucoup évoqué pour l'instant, mais qui est évidemment central, qui est, disons, dans le fond, les mondes numériques. Le monde numérique qui se révèle par les réseaux sociaux, anciennement les blogs ou les commentaires que chacun peut laisser, et qui, je crois, indique un phénomène majeur, presque civilisationnel, et qui perturbe beaucoup l'autorité de la parole, l'autorité épistémique, qui est ce qu'on peut appeler la dérégulation du marché de l'information. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques décennies, tout le monde ne pouvait pas accéder au marché public de l'information. C'est ceux qui pouvaient y accéder étaient ceux que la théorie de la communication appelle les gatekeepers, les gardiens du seuil, c'est-à-dire ceux qui autorisaient ou pas une interprétation du monde à venir sur le marché public de l'information. Alors, qui étaient-ils? Les journalistes, les professeurs d'université, les présidents je sais pas moi,
les dirigeants d'entreprises, de syndicats et d'associations, etc. Bon, tout cela, il faut bien le dire, n'était pas très démocratique. C'est pourquoi, avec l'apparition des mondes numériques, on a parlé de démocratisation, n'est-ce pas, de la prise de parole. Le site change.org, justement, en est une des expressions parmi beaucoup d'autres. Et cette dérégulation, elle a beaucoup d'avantages, entre autres donner la parole à un certain nombre de nos concitoyens. Seulement, elle a aussi quelques aspects problématiques, qui est une forme de relativisme cognitif, c'est-à-dire la mise à égalité, une forme d'horizontalisation de la parole, avec effectivement une perte du prestige de certaines formes d'autorité, notamment de la compétence. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un compte Facebook peut parfaitement contredire n'importe quel professeur de médecine sur la question de la vaccination. Et ce n'est pas une spéculation de ma part, ça se fait tout à fait concrètement. Et il y a beaucoup d'études qu'on appelle les études computationnelles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, qui le montrent, hélas. Donc cette horizontalité, cette dérégulation est probablement un des facteurs de la perturbation de l'autorité et donc de la confiance. Alors, je voudrais redonner la parole sur ce type de thème à Karine Lacombe, d'abord, puisque elle-même, finalement, incarne une forme d'autorité, celle de l'expertise scientifique. Et la question que je voudrais vous poser, puisqu'on a vu, par exemple, que les personnes qui ont une bonne hygiène informationnelle, et ça a été défini par Antoine tout à l'heure, hein, quelles sont les 3 variables qui peuvent être impliquées dans une forme de définition de l'hygiène informationnelle, eh bien, donc, dans 62%, elles ont une intention de se vacciner. Et cette intention, elle est plus forte que chez ceux qui ont une plus mauvaise hygiène informationnelle, 46%, 16 points d'écart, c'est tout de même assez important. Alors, est-ce que vous diriez, et qu'est-ce que l'on peut dire sur la question des rapports entre les médias, les réseaux sociaux, et par exemple le rôle décisif qu'ils pourraient éventuellement jouer dans une campagne de vaccination? Alors oui, j'ai réagi sur le chat par rapport à cette question de la vaccination en particulier, parce que pour prendre un petit exemple pour commencer ma réponse, c'est que vous avez beaucoup entendu parler dans les médias, en particulier à la télévision, mais également dans les journaux, que les soignants sont un peu montrés du doigt par notre exécutif comme étant ceux qui devraient se vacciner le plus facilement. Et finalement, la défiance vaccinale semble être extrêmement forte chez les soignants. Et cette défiance vaccinale est d'autant plus importante que les soignants sont moins qualifiés. En gros, il y a une espèce d'augmentation progressive de l'adhésion à la vaccination entre les métiers de support de l'hôpital jusqu'aux professeurs des universités. Et pourtant, on se rend compte que quand on fait du porte-à-porte, ce que j'appelle du face-à-face, c'est-à-dire qu'on va voir les soignants les uns après les autres et qu'on leur explique, c'est-à-dire qu'on est qu'on est proactif, qu'on apporte l'information plutôt que d'attendre que ces soignants absorbent une information de façon passive. Donc, quand on est actif, plutôt passif, eh bien, on arrive finalement à persuader les soignants de l'importance individuelle, mais également collective, donc altruiste, de se faire vacciner. Et je peux vous dire que ce travail qui est très long, de porte à porte, eh bien, porte vraiment ses fruits. Donc, on voit bien que dans ce qui a transparu dans l'enquête qui a été faite, qu'il y a peut-être une dichotomie là aussi entre la partie de la population qui reçoit l'information passive, de façon passive, et qui n'a pas forcément les compétences cognitives pour faire la différence entre toutes ces sources d'information, que ce soit les médias écrits, audiovisuels, radiophoniques, mais également ce que j'appelle les médias moins traditionnels comme les réseaux sociaux, par rapport à une autre partie de la population qui, elle, sera plus apte à aller chercher l'information là où elle serait probablement la plus juste. Et je pense que les campagnes de vaccination, évidemment, qu'elles soient affichées dans les médias traditionnels, le grand public, ça va être important, mais ce qui va être encore plus important, c'est de décliner ces grandes campagnes de vaccination nationale en des campagnes beaucoup plus locales et avec une transmission de l'information par ce qu'on appelle les pairs. Vous savez, les pairs, P-A-I-R-S, eh bien, ce sont ceux de votre groupe. Ça peut être les voisins, ça peut être les groupes professionnels, etc. Parce que l'identification de la population à
certains d'entre eux qui sont issus du même milieu qu'eux et qui apportent une information de façon active a un pouvoir de persuasion beaucoup plus important que simplement une dissémination passive de l'information. Oui, Karine, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. D'ailleurs, ça va dans le sens des résultats de la psychosociologie. Nous savons que nous avons un rapport affectif, par exemple, à quelqu'un. Nous avons aussi souvent un rapport de confiance à cette personne. Et ce n'est pas pour rien que les médecins généralistes, les médecins de famille sont les professions qui recueillent le plus de confiance. Juste un hiatus, c'est que précisément les réseaux sociaux donnent aussi une impression de proximité, ce qu'on appelle la relation parasociale. Et quelquefois, du coup, vous pouvez avoir confiance aussi en quelqu'un avec qui vous êtes lié sur Facebook, mais que vous n'avez jamais rencontré et qui va diffuser massivement des infox. Donc voilà, c'est la proximité a des revers, bien entendu, comme toutes mais les c'est une facettes fausse proximité. Ce dont vous parlez avec Facebook, c'est une fausse proximité parce que finalement, la plupart du temps, on ne sait pas qui est vraiment derrière ce pseudo. Vous voyez, c'est tout à fait. C'est pour ça qu'on parle, nous autres les sociologues, de relations parasociales. Parasocial. Donc c'est une impression de proximité, mais qui a quand même son efficacité psychologique. Donc c'est ça le problème. Mais c'est tout à fait juste. Je donne la parole maintenant de nouveau à Laurence Perrault. Donc on l'a vu, l'employeur aujourd'hui est une des sources d'information qui est perçue comme sûre, son propre employeur en tout cas, puisque 66% des Français croient une information qui vient de leur employeur, ce qui est intéressant. Donc il y a une forme de capital confiance qui peut lier les salariés à celui ou à celle qui les emploie. Et donc comment utiliser finalement ce capital de confiance d'après vous, et quel type de responsabilité cela implique précisément pour les dirigeants d'entreprise? Oui, alors ça, c'est une question qui est difficile également. Moi, j'ai envie de proposer au débat aujourd'hui de croiser, à la fois, la confiance et on l'évoquait tout à l'heure, la transparence. Et quand on parle de transparence, c'est pas une transparence à tout prix, c'est une pédagogie d'expliquer ce qui guide, là aussi, le principe qui guide notre action. Et je crois que notre rôle, c'est, notamment sur cette question-là, c'est d'éclairer nos collaborateurs du pourquoi, on incite à l'action et la façon dont on incite à l'action. Ça a été quelque chose de très fort chez Danone où, dès le premier jour, on a décidé, que chaque semaine, on donnerait toutes les informations de ce qu'il se passe, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et je crois que c'était une des façons, en transparence de nos décisions, de garder la confiance, avec nos collaborateurs. On est 100 000 dans le monde, 9 000 en France et la moitié de nos collaborateurs, sont, sur le terrain. Et donc comment vous gardez ce lien aussi avec, des forces de vente qui allaient en magasin, là encore, hein, il y a 1 an, sans masque et sans gel, et comment on garde aussi la confiance avec des collaborateurs à qui on dit: «Vous continuez à travailler sur le terrain». Et donc, je crois que la façon dont on doit le faire, et c'est vrai en crise et c'est vrai hors crise, c'est d'avoir, ce rapport à l'information pour éclairer nos prises de décision, en fait, et de les partager. À partir du moment où elles sont partagées, vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, vous posez le cadre, d'une certaine façon. Et j'ai envie de répondre aussi sur, une autre forme pour créer la confiance. Souvent on dit: «La confiance, ça se mérite». Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'en fait, la confiance, ça se donne, absolument. Comme un enfant à qui vous retirez les petites roulettes pour qu'il commence à pédaler sans roulettes. Si un jour vous ne retirez pas les roulettes, il ne saura pas faire du vélo tout seul. Et cette confiance qui se donne, il y a une illustration incroyable, pendant la crise, ça a été le télétravail forcé. Et en France, on sait qu'on aime, du management par le contrôle et la présence, hein, c'est un mal français. Du jour au lendemain, vous êtes sans vos collaborateurs, sous la main, et on voit dans toutes les entreprises, alors après ça doit se réguler évidemment, mais que nous avons continué à travailler avec des collaborateurs hyper engagés. Donc, on a raison de poser aussi le fait que la confiance, ça se donne. Et si vous êtes dans ce rapport à la fois, d'éclairer vos collaborateurs et de donner confiance, je crois que ça construit durablement, ce rapport de confiance, entre les entreprises et leurs collaborateurs. Et d'ailleurs, ça se voit dans le rapport Edelman, hein, c'est que peut-être qu'il y a la défense sur les entreprises en particulier, mais pas sur mon entreprise, les entreprises en général, pardon, mais pas sur mon entreprise et mon employeur en particulier. Oui, merci Laurence, c'est tout à fait juste. J'indique aussi, parce que le temps passe et que l'horizon de la fin de notre réunion arrive, que
n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Dans quelques instants, nous allons passer à un échange entre vous et puis nos intervenants, et notamment par le biais du chat, si vous avez des questions, bien entendu. Ça sera avec plaisir. Pour terminer ce petit tour, ce deuxième tour de prise de parole, je donne la parole à Sarah Durieux, et en essayant d'attirer son attention sur un des résultats du baromètre, puisque en tant qu'employés et consommateurs, ils sont les deux, souvent, les Français s'estiment en mesure de peser sur les décisions des entreprises, respectivement 64 et 54%, selon le baromètre. Alors, vous, Sarah Durieux, qui avez un poste d'observation tout à fait privilégié sur ces questions, eh bien, diriez-vous que face à cette prise de conscience de la force de leur contre-pouvoir, ou en tout cas la croyance qu'ils ont un contre-pouvoir, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau activisme citoyen, et est-ce que vous pensez, vous avez déjà partiellement répondu à cette question tout à l'heure d'ailleurs, que ce type de mobilisation peut avoir un impact concret, et notamment dans la période que nous vivons? Merci beaucoup. Oui, en effet, je pense pas que c'est une croyance, le fait qu'ils aient de l'impact. Je pense que c'est une réalité. Donc, vous direz que je suis un peu biaisée, mais c'est aussi Je précise simplement, j'évoque la notion de croyance, parce qu'il y a beaucoup d'études d'économie qui montrent, par exemple, que les campagnes de boycott sont toujours des échecs économiques. Ouais. C'est pour ça que j'évoque cette question, contrairement aux blocus qui peuvent être faits d'une nation à l'autre, et eux qui fonctionnent en effet. Ouais. Je faisais juste une petite blague, mais en effet, il y a des actions qui sont efficaces, d'autres qui sont moins, et c'est pour ça que l'approche stratégique des mobilisations, elle est cruciale, et c'est aussi la raison pour laquelle nous, on essaye d'équiper les personnes qui font campagne avec des outils pour que ces mobilisations aient un impact, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre que vous évoquiez en début de réunion. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les chiffres, moi, m'ont beaucoup parlé de ce sentiment d'avoir la capacité à peser sur les décisions des entreprises, à la fois en interne en tant que salarié, mais aussi en externe. C'est qu'en fait, il y a quand même un mouvement qui est, en tout cas une tendance qui est très très lourde, c'est que les personnes qui utilisent change.org pétitionnent les gouvernements, les responsables politiques et très rarement les entreprises. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont ce sentiment de pouvoir influer sur ces entreprises, mais qu'ils ne les voient pas comme pouvant répondre à leurs demandes lorsqu'ils lancent des pétitions. Et donc, pourquoi ça? Je pense qu'il y a d'abord une tradition politique française où il y a quand même une centralisation de l'État. D'ailleurs, Emmanuel Macron est la personne la plus pétitionnée, alors qu'il est, certes, il peut prendre beaucoup de décisions, mais il n'est pas non plus responsable de tout. Il a des ministres, il a des administrations, il a des élus qui sont dans sa majorité. Donc, on pourrait imaginer que les gens pétitionnent autrement, mais il y a un impact forcément de l'aspect médiatique sur les personnes qui vont être pétitionnées. Et je pense qu'il y a une vraie avancée où les citoyennes et les citoyens réalisent de plus en plus que les entreprises peuvent prendre des décisions qui ont un impact, et donc on pourrait voir ce changement justement de pétitionner du gouvernement vers les entreprises. Et quelque chose qui me semblait aussi intéressant juste à noter rapidement par rapport à votre discussion sur l'information, il faut savoir que je pense que sur la question des vaccins, puisqu'on parle de mobilisation efficace ou non, les anti-vax sont extrêmement organisées. Ce sont des campagnes digitales qui sont réfléchies stratégiquement et qui sont lancées. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut équiper justement les citoyennes et citoyens à faire campagne efficacement pour contrebalancer justement ces groupes très organisés qui font avancer certaines causes et qui font avancer aussi la désinformation. Donc pour moi, la question, elle n'est pas juste d'une meilleure hygiène informationnelle, mais aussi d'une capacité à se mobiliser pour faire avancer nos sujets. Et donc peut-être que nos soignants, peut-être avec Karine ou d'autres, peuvent aussi réfléchir à comment on s'organise sur les réseaux sociaux pour faire avancer la question de la vaccination ou d'autres sujets qui sont investis par des organes de désinformation massivement. Merci Sarah, tout à fait. Donc nous approchons non seulement de la conclusion des échanges avec les auditrices et les auditeurs, mais aussi de la question des solutions. Évidemment, vous en avez déjà pointé quelques-unes, et à mon avis, de façon tout à fait juste, puisqu'on a dit tout à l'heure que beaucoup de commentateurs considéraient que l'arrivée des mondes numériques était une forme de démocratisation de la prise de parole. Seulement, tout le monde s'accordera à dire que cette démocratie est un peu étrange, puisque certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais.
Et en effet, il y a certains groupes organisés qui font très, très fortement valoir leur point de vue, c'est leur droit d'ailleurs. Hein. Ils rendent très visibles des formes d'argumentation. Et je crois que le pointage des antivax et tout, enfin des anti-vaccinations est tout à fait pertinent parce que là aussi, il y a un certain nombre d'études, y compris pendant la pandémie et par exemple sur Facebook, les études américaines montrent que les anti-vaccins ont été particulièrement actifs, ce qui est paradoxal puisqu'on sait que la grande solution thérapeutique aujourd'hui, c'est le vaccin, sans aucun doute. Et pourtant, ils ont gagné des parts de marché de notre attention, ce qui est particulièrement inquiétant, mais tout simplement parce qu'ils sont très actifs, ils sont très motivés et que leur motivation est corrélée à la visibilité de leur point de vue et que cette visibilité, peu à peu, en raison parfois de relations parasociales, par exemple, peut finir par contaminer un certain nombre d'individus qui étaient indécis sur des questions. Donc il est tout à fait important que d'un point de vue citoyen, chacun prenne toute la place dans cet espace qui s'est libéré, ce sont les espaces numériques. Donc il ne s'agit pas de censurer ces espaces numériques, le problème c'est que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux peut-être notre rôle d'engagé citoyen. Et sans doute que d'ailleurs le site change.org est une des solutions possibles à la question, je n'en doute pas. Alors, si je regarde, je jette un peu un œil sur le chat, peut-être que je pourrais brièvement redonner la parole d'ailleurs à Laurence aussi, et Karine et Sarah, mais vraiment très très brièvement pour laisser une place aux questions sur justement les solutions, puisque c'est ça dont nous parlons. Quels sont le type de solutions que vous, d'après la position que vous occupez dans l'espace social, vous envisagez pour, disons, répondre ou améliorer cette question de crise de confiance? Je vais peut-être commencer par exemple par Karine, si vous voulez bien. Alors, dans le champ qui m'est propre, c'est-à-dire celui de la diffusion scientifique, c'est vrai qu'on avait émis l'idée il y a quelques mois de la création d'une agence française de l'information scientifique. En même temps, je me dis que même si ça semble être une bonne idée, que peut-être on passera par ce chemin-là, institutionnaliser la diffusion de la connaissance scientifique pourra également servir de bouc émissaire pour toutes les structures, les associations, les groupements, comme vous dites, qui travaillent, qui font un peu leur fonds de commerce des relations parasociales. Donc, ça interroge. Est-ce que c'est vraiment la solution? Je n'en suis pas tout à fait certaine. En revanche, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il est important que l'on se mobilise pour occuper justement cet espace numérique et que ça demande un très gros investissement, mais par exemple, on sait qu'avec des médias qui sont non traditionnels comme TikTok, qui a conclu un partenariat avec l'ONU pour diffuser de l'information scientifique à la portée des jeunes en employant justement des jeunes scientifiques, et bien que ce type de médias peut faire bouger les choses. Et je ne sais pas si vous avez vu toutes ces petites pubs sur justement la façon de mettre les masques, enfin, des pubs plutôt, ces petits clips d'informations sur la façon de mettre les masques, comment on se vaccine, pourquoi il faut se tester, etc., qui a beaucoup de succès. Et donc, probablement que l'une de notre grandes missions dans les années à venir, nous scientifiques, ça va être d'être bien meilleurs dans l'investissement des espaces numériques. D'accord, donc même question, je dirais, à Laurence cette fois, sur la question des solutions. Très rapidement, hein, si c'est possible. Rapide. Moi, j'ai peut-être, dans les entreprises, il y a une façon de pouvoir créer la confiance, c'est une gouvernance ouverte. Et on le voit notamment quand on devient entreprise à mission, ce qui est le cas de Danone, c'est porter la conviction que le pouvoir, ça se partage. Le 21e siècle sera un siècle de co-construction et de collaboration. Et donc, en posant une gouvernance ouverte où vous incluez vos parties prenantes, vos collaborateurs, vos agriculteurs, vos entreprises partenaires, la société civile, vous vous donnez aussi la chance de pouvoir être en pédagogie, ce que vous expliquez, Karine, aussi, dans un quotidien de la pédagogie et de l'inclusion de l'action. Donc, moi, je crois que pour les entreprises, en tout cas, une des façons de le faire, de l'opérationnaliser, en fait, c'est une gouvernance ouverte. Et le statut entreprise à mission est un formidable outil pour ça. En tout cas, c'est une conviction très forte que moi, je porte, et bien sûr, chez Danone en particulier. Ça fait 50 ans qu'on croit à ce double projet économique et social, et plus que jamais, il faut y croire. Merci Laurence, et Sarah, bien sûr, toujours la même question, la question des solutions, toujours aussi brièvement si c'est possible.
J'ai déjà un petit peu répondu, donc ça va être très rapide. Je pense, équiper les citoyens et citoyennes pour qu'ils fassent campagne efficacement. Je pense que c'est important parce que développer le pouvoir d'agir, c'est aussi redonner de la confiance dans l'avenir. Donc, développer ce pouvoir d'agir, c'est plus de personnes qui vont ensuite s'engager dans l'action civique et la participation à la société. Je pense que la question de l'indépendance des médias, elle est aussi importante et les citoyens peuvent y contribuer. On le voit avec des initiatives de médias indépendants qui sont aujourd'hui totalement autonomes grâce au fonds citoyen. Et puis la dernière chose pour les entreprises, je dirais une espèce d'honnêteté radicale, l'acceptation de perdre le contrôle et de vraiment faire confiance aux citoyens, aux salariés pour trouver les solutions. Parce que comme vous le disiez, Laurence, la confiance, ça se gagne, mais surtout, en fait, c'est d'abord pour moi une acceptation de la perte de contrôle qui peut permettre de recréer cette confiance et dire, bah voilà, on vous donne carte blanche et on vous écoute. Ok, eh ben voilà, de nombreuses pistes. Alors, des questions sont arrivées maintenant sur le chat. J'en prends une particulièrement centrale, puisque vous avez vu que dans les résultats de l'enquête, certes, une des préoccupations, c'est la question de l'emploi, et la seconde, qui est arrivée, si ma mémoire est bonne, c'est la question du climat. Et précisément, il y a une question qui est posée, chacun pourra y répondre, mais je pense qu'elle s'adresse peut-être plutôt à Laurence, si vous voulez bien. La question qui est posée par François Barissa, c'est quel est le rôle moteur des entreprises sur la question du climat? Mais c'est un rôle central, enfin, comme d'autres du reste, hein, mais nous devons nous engager, et nous sommes chez Danone une des principales entreprises engagées sur les objectifs de l'ONU. Donc, notre résultat est présenté de façon décarbonée. Nous croyons à l'agriculture régénératrice pour recapturer le carbone dans le sol. Nous allons être neutres en carbone. Nous sommes une bicorp. Voilà, c'est une façon, évidemment, de participer. J'aime bien, Sarah, quand vous dites, là où on peut agir, hein, dans ce pouvoir d'agir. Chacun a le pouvoir d'agir, les entreprises en particulier, et c'est notre responsabilité et on le fait, donc tout à fait, on a notre place et elle est centrale. Et cette déclinaison de questions, d'ailleurs pour Sarah cette fois, je lis du même auteur, hein, comment change.org pense-t-elle peser sur cette question? Et j'ajoute un autre élément de question, y a-t-il beaucoup de pétitions en proportion qui touchent la question climatique sur votre site? Donc nous, ce qu'on fait d'abord, c'est équiper les personnes qui veulent faire campagne avec à la fois les outils technologiques et les outils stratégiques pour le faire. On n'est pas là pour mener campagne à leur place. Donc d'abord, ça, c'est le rôle qu'on joue. C'est important de le rappeler. Je pense que sur la question que vous posez sur combien de pétitions y a-t-il, aujourd'hui, la question climatique, elle est d'abord organisés par des associations, par des groupements déjà un peu plus organisés que par des citoyens lambda. Et c'est rare de voir un citoyen, une citoyenne lancer une pétition sur la question climatique. Cela dit, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, notamment dans le fait que les gens comprennent le lien entre, par exemple, alimentation et climat, pesticides et climat. Et donc, on voit de plus en plus de pétitions qui sont lancées sur ces sujets par des citoyens en ce qui concerne leur environnement proche. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Entendu. Donc, une autre question de Philippe Marc cette fois. Vous avez relevé, je lis, la perte de l'emploi comme première peur dans le baromètre. Constatez-vous une évolution de la place de l'éthique dans les décisions d'entreprise, décisions RH, investissements, nouveaux produits, etc., avec l'éthique comme générateur de confiance? Est-ce que l'éthique ne devient pas un critère de décision au même titre que la performance? Bon, j'ai un peu l'impression que ça s'adresse aussi de nouveau à vous, Laurence. Pardon pour les autres. Non, mais évidemment, c'est ce qu'on appelle dans les entreprises les codes de conduite. Nous devons absolument répondre de façon exemplaire à la réglementation, à toutes les règles qui s'imposent, et l'éthique en fait partie, évidemment. Après, je crois que c'est une façon de le faire, c'est de rendre public ses engagements, et nous, ce qu'on appelle chez Danone, c'est Danone Act, hein, donc nous prenons acte des choses que l'on veut transformer, et le code de conduite en fait partie, et on rend des comptes. Donc, vous avez raison, et c'est ce qui d'ailleurs pose la pression, mais sur nous comme sur l'ensemble des gouvernants, des autorités, des médias. On doit absolument être vertical sur ces sujets-là, vertical sur ces sujets-là aussi. Donc, vous avez raison, ça pose une exigence très forte en réalité. Alors, une ultime question, parce que nous arrivons, il est presque 10 heures, qui est l'heure du terme de notre réunion, et qui s'adressera à qui voudra répondre d'entre vous. Peut-être Karine, peut-être, enfin, qui se sentira concerné. Je crois qu'on l'est tous, en fait. Ça, c'est une question de Laetitia Freitas. Bonjour à tous. On a entendu parler dans les médias du monde d'avant et du monde d'après.
Ça, c'est vrai, on en a beaucoup entendu parler. Pensez-vous que les tendances mises en lumière dans le Trust Barometer et au cours du débat vont perdurer ou qu'elles se résorberont une fois la crise terminée? Alors, je sais pas, peut-être en fait, Antoine, ou je vous en prie, oui, allez-y. Je crois au monde de maintenant, c'est maintenant que se jouent les décisions du court terme et du long terme. Donc, à nous maintenant de continuer à agir en responsabilité. Ce serait peut-être ma réponse. OK. Oui, peut-être en 2 minutes, oui, le monde d'avant, le monde d'après. Enfin, c'est aussi personnellement, hein, je pense que chacun a vécu pendant cette pandémie une forme d'effraction, que ce soit une effraction psychique, une effraction dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, dans ses interactions avec les autres. Et je suis entièrement d'accord avec Laurence. C'est à l'instant présent qu'on construit notre avenir à partir des épreuves qui nous ont marqués dans le temps passé. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous souhaite réagir aussi sur cette question? Moi, je peux réagir sur la question. Alors, Antoine et puis Sarah. Voilà. Juste sur la question de l'éthique d'abord et sur le monde d'après. Nos études de qu'est-ce qui drive la confiance, qu'est-ce qui construit la confiance dans les entreprises, elles sont très claires et elles font écho à ce que vous avez dit, Laurence. La part quand on décide de faire confiance à une entreprise ou une institution, c'est un phénomène qui est très connu. On prend en compte la compétence de cette institution et son éthique. Et ce qu'on observe depuis, et c'est pareil un peu pour les personnes d'ailleurs, ou pour les marques, on prend toujours cette double dimension. Je pense que ce qu'on observe en tendance de fond, c'est que la part de l'éthique dans cette décision de faire confiance ou pas, elle devient de plus en plus importante. Elle pèse aujourd'hui pour plus de 60% dans votre décision de faire confiance ou pas à une entreprise. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie du monde d'après, mais qui a une tendance lourde et qu'on voit à l'œuvre avec tous les secteurs d'activité. Sur le monde d'après, malgré tout, il y a un recentrage qui était amorcé par la critique de la mondialisation déjà, mais clairement, on le voit aussi dans les dynamiques par rapport au pays. Il y a malgré tout dans le monde d'après, inévitablement, un repli un peu stratégique parfois, mais aussi un peu défensif sur une sphère beaucoup plus nationale, sur une sphère beaucoup plus de proximité. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui ne va pas aller en s'amoindrir. D'accord. Sarah, donc d'un mot. Non, mais je voulais juste dire que je pense que ce monde d'après, en tout cas, il est attendu. Donc, peut-être que l'expression citoyenne de ce monde d'après qui est attendu, c'est aussi ça le résultat de ce baromètre, ce manque de confiance et avant tout l'attente d'un changement. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier et vraiment agir maintenant, avant qu'on soit dans une situation plus grave. Absolument. Merci pour ces mots conclusifs, Sarah. Alors, il me reste encore 1 minute. D'abord, parce que vous avez bien compris qu'on n'aura pas fait le tour du sujet, mais je crois qu'on est allé assez en profondeur sur certaines facettes du sujet. C'était tout à fait passionnant. Je remercie évidemment tous les auditrices et les auditeurs qui étaient là nombreux à écouter nos échanges et qui ont participé par leurs questions. Alors, je dois vous rappeler que le rapport est disponible complètement sur le site d'Edelman. Si vous avez envie de revoir ces chiffres et vous faire votre propre idée, il peut vous être envoyé par email, si j'ai bien compris. Il y a aussi à venir en fait un rapport sur la question spécifique, si je comprends bien, et je parle sous votre contrôle, Antoine, notamment sur la question de la santé de l'alimentation, qui est à venir en avril, c'est ça, hein? Donc, voilà, toutes ces informations vous sont données. Il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente journée. Et je crois qu'on va tous méditer sur les échanges intenses qui ont été ceux de ce matin. C'est une bonne façon de s'éveiller à la journée. Voilà. Merci à tous et au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.